Bonjour à tous, c'est le Corbeau, deuxième partie de la critique de Solo Star Wars Story. Allez voir la première si vous ne l'avez pas fait les gars, c'est important. Là, on va rentrer en détail, on va spoiler plein pot. Ça va être bordélique, je vais partir dans tous les sens, je vais essayer de me rappeler de tout. J'ai pas pris de notes, parce que j'ai pas que ça à faire que de prendre des notes non plus dans un cinéma. J'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait. Mais bon, ça va aller. Allez, on n'est plus enchaîné par les chaînes du no spoil, on peut y aller. Le fanservice, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, on va rentrer en détail. Le fanservice est, je trouve, absolument maîtrisé. Qu'est-ce qu'on a comme fanservice? On a, alors là, attention les gars, spoil massif. Il y a un moment, vraiment, qui est le gros fanservice, j'ai envie de vous dire, massif, pour tout le monde, que tous les gens qui ont vu Star Wars, ne serait-ce qu'une fois, vont calculer. Le truc de ouf, je m'attendais à tout sauf à ça. Il y a Dark Maul dans le film. Waouh, waouh, Dark Maul les gars, mais putain, mais on me l'aurait juré, je l'aurais pas cru. Un mec serait sorti du cinéma avant moi. Bon, j'étais à la première séance, pas possible. Il m'aurait dit il y a Dark Maul, je l'aurais dit je te crois pas, impossible. C'est fou. Dark Maul est dans le film. Il a une seule apparition, mais c'est une apparition. Il parle, on voit son sabre laser, c'est complètement dingue. Alors, bon, ceux qui connaissent pas l'univers étendu, enfin non même pas, c'est dans les séries Clone Wars et Rebels, oui, Dark Maul n'est pas mort dans le 1, il revient plusieurs fois en robot mécanique, il revient après effectivement comme une espèce de bandit et tout, enfin bref, Dark Maul n'est pas mort, on le voit dans le film, complètement ouf. Ça, c'est le fanservice au gros sabot, j'ai envie de vous dire. Il y a d'autres choses, moi, qui m'ont fait tiquer. Notamment une, je vous en ai parlé, qui m'a retourné le crâne. Mais je le garde pour plus tard. À un moment, on a le personnage de Qi'ra, donc c'est Emilia Clarke, qui fait la bagarre, quoi. Elle fait la bagarre, elle fait une espèce d'art martial. Et le robot, dont on va parler un peu tout à l'heure, hein, qui s'appelle L3, le droïde, qui moi m'a plu, qui va diviser, mais qui moi m'a plu, s'étonne de voir une personne utiliser ce style de combat, et elle dit comment ça s'appelle déjà ce style de combat? Et Qi'ra lui répond c'est le Terrakazi. C'est peut-être pas exactement ça, mais j'ai toujours appelé ça le Terraskazi. Et là, du coup, moi, je me suis rappelé d'un jeu vidéo qui s'appelait Star Wars Master of Terrakazi, un jeu de combat sur PlayStation. Dégueulasse, les gars, c'est une bouse. Hein. Mais putain, ça m'a rappelé ça, quoi. Et je me suis dit, quand même, putain, ils m'ont refait penser à Star Wars Master of Terrakazi dans un spin-off Disney en 2018, quoi. C'est absolument fou. Et moi, ça m'a plu. Il y en a d'autres du fanservice comme ça. Voilà, on a Lando. Il me semble que c'est Lando qui se déguise avec le même masque, le même casque, vous savez, qu'il utilise dans le 6, dans le palais de Jabba, là, l'espèce de casque avec les espèces d'ailes devant, comme un peu une visière. Bon, je vous mets les images. On a ça. Bon, ça, c'est un peu facile, mais encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est pas flagrant, quoi, vous voyez, c'est pas lourd. C'est pas on vous met un perso comme ça en gros plan 2 secondes, en disant t'as vu, c'est lui, non. C'est discret. Mais là, où ils m'ont retourné le cerveau, un moment est évoqué le nom de Aurra Sing. Waouh. Aurra Sing. Aurra Sing, c'est elle. Un personnage qu'on aperçoit sur un plan de l'épisode 1. C'est tout. Quelques secondes. Pourtant, un personnage qui a une petite notoriété dans le sens où elle est super classe et que moi j'ai mémorisé parce que je me souviens à l'époque, j'ai lisé le Lucasfilm Magazine, il y avait une interview de l'actrice qui jouait Aurra Sing. Bon voilà, Aurra Sing a une histoire sympa, il y a des BD aussi, hein, je crois, sur Aurra Sing. C'est sûr, même il y a des BD, je m'en souviens. Notons aussi Bossk qui est nommé le chasseur de primes Bossk, que tout le monde connaît, enfin les fans de Star Wars. Voilà, ça fait plaisir, vous voyez. Ça, c'est du fanservice pour moi qui est relativement subtil. Et puis bon, on a un bon gros Dark Maul, mais oh, quand même, ça fait kiffer, quoi. Dark Maul, mais quand j'ai vu ça, putain, au début, on voit le perso comme ça de profil avec sa capuche. On se dit, putain, mais c'est un Sith, c'est quoi
Moi je me disais, c'est peut-être Sidious ou même Vador qui traite avec l'organisation criminelle qui nous est dépeinte dans ce film, l'Aube écarlate. Je me suis dit, voilà, ça va être Sidious ou Dark Vador, ça va être cool. Putain, Dark Maul, merde. Incroyable, complètement fou. Ça m'a plu, ce fanservice là m'a plu, en même temps c'était du fanservice un peu plus grossier dans Rogue One, épisode 7, 8 même. Chez moi ça marche, mais je reconnais que des fois c'est moins subtil que là. Là c'est cool. On peut spoiler, on va y aller. Alors je vais pas vous faire un résumé de l'histoire, ça sert à rien, vous le verrez bien. Mais je vais vous parler un petit peu des révélations, on va dire, des explications que nous donne ce film. Dans la première partie, je vous ai dit que c'était pas quelque chose qui moi m'intéressait, que c'était pas quelque chose qu'il fallait prendre comme étant l'argument principal du film, et je le pense vraiment. Mais quand même, on apprend des choses. La rencontre de Han Solo et Chewbacca, par exemple, assez étonnant. En gros, Han Solo est capturé, il le jette dans une fosse pour qu'il se fasse bouffer par une bête comme Luke dans le 6 doit se faire bouffer par le Rancor. Et donc on attend à ce qu'il y ait un Rancor qui arrive, ou une créature, quoi. Putain, c'est un Wookiee, et puis c'est Chewbacca. Alors, j'ai vu hein, sur net, c'était Julien Chiez, je crois. Bon, je suis pas fan de ce mec, mais... Bref. C'était lui qui a dit que lui, il a pas aimé ça. Mais moi, j'ai trouvé ça cool. Parce que... Bon, on s'y attend pas, même si on le comprend très vite. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que du coup, bon... Chewbacca essaie de manger littéralement Han Solo, et Han Solo se met à lui parler en langage Wookiee. On sait que Han Solo comprend Chewbacca et inversement, mais on n'avait jamais vu Han Solo parler le Wookiee. Ben là, il le fait. C'est étonnant, mais moi, ça m'a plu, ça m'a pas sorti du film, ça m'a plu. C'est une rencontre que j'ai trouvé assez sympa. Bémol, sur Chewbacca, ils ont commencé à lui mettre des bribes d'histoire. Il veut sauver sa famille / tribu qui est réduite en esclavage, hein, puisque les Wookiees sont réduits en esclavage par l'Empire. Ah, c'est juste survolé. Pourtant, après, on a l'impression, sur un plan ou deux, qu'il retrouve effectivement des êtres qui lui sont chers et qu'il arrive à les sauver. Mais c'est vraiment survolé, c'est discret, c'est dommage. C'est dommage. Là, par contre, je trouve qu'il y avait quelque chose à... Il y avait une corde à tirer qu'ils n'ont pas tirée. Il fallait vraiment se baser sur la relation Han Solo-Chewbacca. Je trouve que là, il y a un manque. Ils ont trop mis en avant Kira, qui est un personnage qui, encore une fois, pour moi, marche pas bien à cause de l'interprétation d'Emilia Clarke. Ça fonctionne pas. Bon, elle est très jolie, on est tous d'accord. Elle est très jolie. Mais elle est pas bonne, quoi. Elle est pas bonne actrice, quoi. Et ils auraient dû miser plus sur Chewbacca. On apprend pourquoi Han Solo s'appelle Solo. Alors pourquoi ? Ben parce qu'il est seul. Bon. Pourquoi Bruno Solo s'appelle Solo, les gars ? Parce que il est pas seul, il est avec Yvan le Bolloc. Alors on fait comment ? On est perdu du coup, les gars. Non mais bon, ça va, c'est pas très malin, mais ça va vite, quoi. Ça va. On voit quand son pote, là, Beckett, lui file le blaster. Bref, j'en ai déjà parlé. Vous voyez, c'est là, c'est présent, mais c'est pas ouf. Ce qui est vraiment plus développé, c'est le Faucon Millenium, qui est quasiment un personnage à part entière, et c'est malin. Faucon Millenium, que Han Solo gagne en jouant au Sabacc avec Lando. On voit enfin une partie de Sabacc, ce fameux jeu de cartes, ce poker de Star Wars, qui est tout à fait jouable en vrai, hein, si tant est que vous ayez des cartes de Sabacc. On le voit comment il gagne le Faucon. Il y a deux parties d'ailleurs de Sabacc assez marrantes, où des fois ça triche pas, ça magouille, quoi. C'est assez sympa. Le Faucon Millenium au début est flambant neuf. Il a une silhouette différente de ce qu'on connaît, parce que la capsule de sauvetage devant n'est pas éjectée. Et c'est assez malin, parce que moi je voyais le Faucon au début, je dis putain, mais c'est vrai que devant c'est pas pareil. Et je me rappelais pas qu'il s'agissait de l'emplacement de la capsule de sauvetage. J'avais dû le lire quelque part, ou peut-être pas, je sais plus, je m'en souvenais pas, quoi. Et je me suis dit comment ils vont se démerder pour faire l'évolution. Est-ce qu'on va le voir ? Bah oui, on va le voir. Au moins ils éjectent la capsule, le Faucon prend sa forme définitive. C'est cool, quoi. C'est cool, les gars. C'est cool. Il y a aussi une scène qui marche vraiment. C'est quand ils sont dans l'espace. Et oui, attendez les gars. Oh. Le raid de Kessel, on en parle ou pas ? Oui, on va en parler, ouais. Le raid de Kessel. Bon, ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, je la fais vite. Dans Star Wars, dans le 4 et dans le 8 aussi, est mentionné le fait que Han Solo a accompli le fameux
raid de Kessel en 12 parsecs. Alors, c'est un peu chelou parce que... Alors déjà, le raid de Kessel, c'est une route de contrebande, on va dire, un chemin de contrebande connu. Voilà. Et donc, c'est très connu, voilà. Han Solo dit, oui, j'ai fait le raid de Kessel en 12 parsecs et tout. Alors, je trouvais ça super bizarre parce que les parsecs, c'est une unité de distance. Donc, je me suis dit, c'est chelou parce que si tu fais le raid de Kessel, tu le fais normalement dans la distance que ça fait, quoi. Tu vois, tu peux pas faire... Mais en fait, oui, si. Après tout, pourquoi pas. Il a fait le raid de Kessel en étant plus court parce qu'il est passé par un chemin très dangereux. Le Maelstrom spatial, c'est assez chelou. Mais alors, attention les gars, parce que moi j'ai adoré. Il y a une espèce de créature dans l'espace. Moitié créature, moitié trou noir. J'ai trouvé ça Lovecraftien. Carrément. J'ai trouvé cette créature Lovecraftienne. Donc voilà, dans la veine des écrits de H.P. Lovecraft, bien sûr... mon écrivain préféré. Ça m'a plu, quoi. Putain, c'est pas une grosse bête qui veut bouffer les vaisseaux. Enfin, si, c'est une grosse bête qui veut bouffer les vaisseaux. Mais c'est un peu métaphysique. C'est comme chez Lovecraft, c'est un peu une créature, mais c'est aussi un peu l'espace, et c'est un peu un trou noir, etc. C'est cool, c'est cool. On le voit, ça, dans plusieurs... Je me souviens d'un comics, sur Han Solo, d'ailleurs, qui doit être canon, d'ailleurs, où Han Solo fait une course... Il fait une course avec d'autres concurrents, une course de vaisseau, et je crois qu'il passe aussi là-dedans. Soit c'est un truc canon, et je m'en rappelle plus trop, soit c'est un truc d'univers Legends, et c'était une des visions du raid de Kessel, parce que le raid de Kessel, il a été déjà traité plusieurs fois, hein, dans des bouquins, dans des trucs, ça je m'en souviens. Hein. Vaguement, mais je m'en souviens. Voilà les gars, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors je réfléchis, là, c'est la vidéo à la cool, hein, vous voyez. Je vous ai parlé des choses les plus importantes. Le droïde, le nouveau droïde qui s'appelle L3, je crois. Marrant. C'est un droïde, j'allais dire un droïde fille. Oui, c'est ça, c'est un droïde féminisé, quoi, de par sa voix. Même son allure. Alors là, c'est un peu le côté, je trouve, message du film. On est sur un film, je trouve, qui distille un vrai message... J'allais dire féministe, c'est peut-être un peu vite parlé, c'est pas parce qu'il y a des femmes dans le film qui sont pas que des princesses à sauver que c'est tout de suite féministe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter avec ça. Voilà, enfin bref, on peut rentrer dans le débat, mais à mon sens, on a dépassé ces questions-là. Oui, les femmes, elles peuvent faire la bagarre, elles peuvent être méchantes, gentilles, c'est fini, quoi. Mais c'est un film qui est un peu comme dans le 8, vous savez, quand... Finn et Rose libèrent les créatures qui s'appellent les je sais plus quoi. Oui, ça donnait un message un peu écolo, un message un peu libertaire. Ben là c'est pareil, c'est un message qui est libertaire, j'ai envie de vous dire. Exactement, libertaire. Parce que d'un côté, on a donc ce droïde qui se bat pour pour le droit des droïdes, en fait. C'est un peu Arlette Laguillet droïde, quoi. Mais vraiment, elle fait la révolution et elle se révolte. Et c'est assez marrant, bizarrement, moi, ça m'a plu. Et au-delà de ça, il y a un autre thème qui est assez étonnant, c'est que, clairement, il y a le thème de la sexualité humain-droïde, les gars. Alors, peut-être que je suis complètement pervers, mais non, je vous jure que non. C'est un thème qui est abordé. Lando et sa copine, la droïde L3. Il n'y a pas de scène de sexe droïde Lando, les gars. On va se calmer, hein. Mais c'est vraiment traité. Mais en plus, c'est traité de façon quasiment explicite, quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Encore une fois, voilà, c'est dans cette... C'est moderne. Certains diront peut-être moderniste, mais après tout, moi je m'en fous, je suis là pour dire ce que je pense. Non, moi ça me plaît. Je trouve que c'est un message intéressant. Voilà, c'est un film qui va être vu par beaucoup d'enfants. Moi, je trouve ça bien. C'est un message de tolérance, quoi. On peut baiser avec les droïdes, les gars, mais voilà, mais baisons avec les droïdes. Putain. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment ce personnage de Lando qui porte en lui une sexualité multiple ou totale, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est moderne à ce niveau-là. Ben moi ça m'a plu. Alors je suis sûr qu'il y en a qui vont encore partir dans des débats pas possibles, on s'en fout, c'est moi qui donne mon avis, ben moi j'ai bien aimé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire les gars? On a fait un petit tour sympa déjà. J'ai parlé dans la première partie voilà, de Han Solo, j'ai dit ce que je pensais.
Là, j'ai balancé les spoils. Bon, voilà, des trouvailles visuelles. J'ai bien aimé les scènes sur Corellia au début, les poursuites en speeder. J'ai aimé le design des speeders qui m'ont fait penser un petit peu au véhicule de Blade Runner. Tout carré, rétro-futuriste, vraiment. C'est un film qui, je trouve, est assez brut, assez crade même. Les choses sont carrées. C'est pas épuré à outrance comme le 8 où tout est blanc et immaculé, ou rouge, où tout brille et tout. Non, là c'est crado. L'Empire est présent, on voit des TIE Fighters, on voit des Stormtroopers, il y a aussi les bombardiers TIE Fighters, il y a un croiseur impérial. Voilà, c'est cool quoi. Et surtout, on voit des scènes, j'ai envie de dire, ouais, de la vie quotidienne quoi. On voit des gens qui prennent le train, c'est un peu con ce que je suis en train de dire, mais voilà, on voit l'univers Star Wars dans des choses plus quotidiennes, plus terre à terre, plus science-fiction, j'ai envie de vous dire. J'ai trouvé ce film avait un petit côté science-fiction. Alors là, certains vont dire, mais il est complètement con ce corbeau. Star Wars, ça a toujours été la science-fiction. Non, non. Pour moi, Star Wars, c'est pas la science-fiction. C'est du fantastique spatial, on va dire. Du soap opéra et encore. Du space opéra, pardon. C'est du fantastique. Pour moi, la science-fiction, c'est Blade Runner. C'est Total Recall, c'est Minority Report, c'est les bouquins de Kadik, Asimov, c'est Black Mirror, c'est trucs comme ça, quoi. Ça, c'est la science-fiction. Star Wars, pour moi, c'est fantastique, mais là, il y a un aspect science-fiction. L'univers est étendu de façon cohérente. Non, mais je vais arrêter là. On va arrêter les vidéos, les gars, parce que je pense que j'ai tout dit, quoi. J'ai hâte de voir vos commentaires. Vraiment, dites-moi ce que j'ai oublié. Il n'est pas impossible du tout que je fasse une troisième vidéo sur ce film plus tard. Hein. J'ai peut-être allé le revoir, d'ailleurs, c'est vraiment possible. J'en ferai peut-être une troisième. Il n'est pas impossible du tout non plus que je fasse une vidéo sur l'épisode 8. Encore, effectivement, j'ai des choses à dire. L'épisode 8, pour vous teaser un peu, ça y est, j'aime l'épisode 8. Ça a été dur, il a fallu que j'attende la sortie en DVD, Blu-ray, cassette, VHS et télégraphe. Mais ça y est, j'aime l'épisode 8. Donc je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi, parce que j'ai tellement chié dessus que c'est quand même intéressant. Et puis voilà les gars, bah écoutez, c'était cool. Je vous invite tous à aller voir ce film. Mais bon, si vous avez vu cette vidéo-là, c'est que vous l'avez vu. Abonnez-vous si ça vous a plu, je demande jamais. Mais ça mange pas de pain les gars, ça me fait plaisir. Il y a plein de choses sur la chaîne, des jeux vidéo, beaucoup de Star Wars. Là, ça m'a relancé dans le Star Wars. On va y aller. Je vais faire des corbeaux critiques sur des comics Star Wars, je pense, même c'est sûr. Je vais attaquer ça bientôt. J'en ai pas mal en stock. Ça va être cool. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.